Ok, bon, bah, c'est parti pour le podcast du coup avec Stan. Bah, déjà, merci à toi de prendre le temps parce que ça Avec faisait un petit plaisir. moment qu'on en avait parlé, puis le temps était passé un petit peu, mais bon, Mm. on y arrive, donc ça c'est cool. Merci à toi. Ouais, on s'était contacté pendant ma prépa, et puis effectivement, je t'avais dit après. Et puis Ouais, après, en fait, je crois que toi, t'avais pas voulu, tu voulais pas forcer, j'imagine, ou un truc, et ouais, c'est ça. tu n'avais pas relancé, et j'ai un peu zappé. Et puis finalement, on a discuté il y a quelques jours, et puis Hmm. c'était le bon Bah, moment. ouais, c'était après ta prépa du coup pour le Cali. Je savais pas encore si tu faisais aussi Chicago, donc je voulais pas non plus, comme tu dis, forcer. Et puis, je sais pas, on n'est pas pressé non plus, donc le principal c'est de le faire tranquillement, quoi. Voilà. Du coup, pour commencer, ben déjà, comme un peu malheureusement j'ai fait avec beaucoup, c'est comment ça va aux États-Unis, comment ça va pour toi avec la période de pandémie, puis tout ça, quoi, comment ça se passe actuellement, quoi. Bah, là, en ce moment, c'est en train de nouveau de refermer. Les choses commencent à se refermer. Les cinémas ont fermé là, il y a 1 ou 2 jours. Les restaurants de plus en plus sont surveillés, etc. Donc, enfin, tous les cas positifs augmentent parce qu'il y a plus de gens qui sont testés. Donc, puis c'est la saison du rhume, etc. Enfin, la grippe, etc. Donc, c'est l'hiver quoi, qui arrive, surtout ici. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont testés et qu'il y a plus de tests positifs. Donc, par rapport à ça, ils sont en train de resserrer les précautions. Mais justement, j'ai bougé de Los Angeles à Chicago, entre autres par rapport à toute cette pandémie avec le virus, parce que Chicago était justement plus ouvert. Et moi, je suis content d'être ici. Et ça me semble être. Je pense que quand je parle aux gens qui sont restés à Los Angeles que je connais, Mhm. je pense être bien dans une meilleure position ici à Chicago. Je crois que le Gold, il est encore fermé du coup, non? Le Gold, ouais, il a été fermé. Il était ouvert pendant peut-être un mois, je Ouais. crois, en août ou par là. Et il a refermé. Ça fait un moment qu'il est fermé encore, ouais, de nouveau. Ouais, donc Du au coup, à LA, il y avait moi, je rentrais dans une petite salle vraiment privée. J'avais fait des vidéos là-dedans, mais c'était vraiment léger ce qu'ils avaient comme équipement. Et sinon, tout le monde s'entraîne à Powerhouse de ouais, Torrance, des Fisher. j'ai vu. Et par des Fisher Powerhouse, c'est genre à 30 minutes de chez moi, sans trafic, là où j'habitais avant. Ok. Donc ça fait un petit bout quand même. Avec le trafic, c'est facilement 2 à 3 fois plus. Donc, Ouais. Et là, du coup, t'es près de la salle où tu t'entraînes, où tu tournes les vidéos là? bon, là où je m'entraîne, c'est à 15 minutes d'ici, de chez moi. Puis j'ai ici pas mal de gens qui ont. Enfin, juste à côté de chez moi, j'ai genre 3 4 salles à moins de 10 minutes, si je Ok. voulais aussi m'entraîner. J'ai un contact là qui est, moi je peux mentionner, Matt Lekina, qui est d'origine française, qui habite à Chicago depuis 16 ans, qui a une salle à lui, Ok. qui est vraiment très proche de chez moi, qui m'a offert de venir m'entraîner quand je voulais. Si jamais il refermait comme la ville et que les restrictions devenaient de plus en plus sévères, il m'a dit que j'aurais en tout cas une place pour m'entraîner. Mais a priori aussi le Chicago Barbell Compound où je m'entraîne actuellement devrait rester ouvert quoi qu'il arrive. Donc en principe, je serais bon. Ouais, bah, Chicago, c'est une belle ville de salles. Il y a pas mal de vidéos de John Meadows quand il avait fait son tour d'Amérique là, des salles. Mm-hmm. J'avais vu pas mal de vidéos de Chicago. Je pense que t'es bien aussi, t'es bien équipé, même si ça n'a peut-être pas comment dire, le privilège ou la notoriété du Gold, mais Mm. c'est pas mal, je pense aussi. Non, on a des salles vraiment cool. Moi, c'est le genre de salle que j'aime en fait. Le Gold Gym, j'aime beaucoup. Mais après, tout ce qui est salle, euh, c'est les chaînes de salles, Hmm. j'aime moins. Tout ce qui est genre LA Fitness, 24 heures, 24 hours. Ces trucs-là, c'est pas trop mon style. Moi, j'aime les salles qui ont plus. Enfin, qui ont un style, qui sont plus underground, avec des machines, des poids. Enfin, un truc, tu vois, plus underground. Un peu old school, un peu. Voilà, old Ouais, school. ça. Ouais, ça, c'est ça que j'aime. Il y a beaucoup de salles comme ça ici, avec vraiment du très bon équipement. Il y a une grosse communauté de powerlifters aussi ici. Ouais. Donc, c'est un peu. Enfin, Chicago, c'est vraiment des gens, en général, des bosseurs. Et ça se voit aussi dans la musculation, quoi. Ouais, puis tu disais que c'est une ville qui était très sportive, tu en as parlé dans une vidéo. Ouais, ouais, carrément. C'est une ville. Les gens sont vraiment fans de leurs équipes de sport ici. À LA, c'est un peu, ouais, c'est un peu tu vois, la mode d'être pour les Lakers ou comme ça. Mais quand tu vas à un match, tu sens pas que les gens ils sont à fond. Tu vois, ils sont là juste en spectateur, mais pas investis. Alors qu'ici, tu as un match de football, tu as tout le monde qui est en train de porter les couleurs des Bears et tout.
Tu vas au supermarché, c'est le jour tu sais que c'est un jour de match, quoi. Ouais. Tout le monde qui est vraiment très fier. Après, il y a les équipes de baseball aussi. Tout le monde porte les casquettes de leur équipe favorite, puisque tu as l'équipe de la partie nord, les Cubs, et puis la partie sud, les White Sox. Donc il y a une certaine rivalité là. Puis bien sûr les Bulls aussi, même si ce n'est pas des équipes qui ont vraiment forcément beaucoup de succès. Au niveau du baseball, ils sont bons, mais au niveau du football américain, le début de saison était bien. Là, c'est en train de descendre. Au niveau des Bulls, c'est pas terrible non plus. Mais les gens sont quand même à fond derrière. Les Blackhawks aussi en hockey. Ouais. Non, les gens sont vraiment à fond derrière leurs équipes. Ouais. Ouais, bah. On avait vu je pense que tu l'avais regardé sur le reportage sur Michael Jordan là, que les Bulls du coup ça avait pris de l'ampleur depuis les années 90 du coup. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça c'était sympa. Ouais. Le Last Dance. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, pour en revenir à toi, du coup, avant que tu arrives à LA même et aux États-Unis, donc tu avais fait du basket, si je me trompe pas, c'est ça? En Suisse et tout. Et comment t'étais arrivé du coup vraiment à la musculation et puis à devenir un pro IFBB? La musculation, simplement, au début, quand je pouvais plus vraiment continuer à faire tous les entraînements de basket, plus les matchs, plus les cours, les devoirs. J'avais aussi un boulot à côté, tu vois, je livrais des pizzas pour faire des sous. Ça devenait trop compliqué de gérer le tout, mais je ne pouvais pas devenir tout d'un coup inactif. Toute ma vie, depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai fait du sport. Et du coup, sur la fin, moi, mon rêve, c'était de jouer dans NBA. C'est un gros rêve, bien sûr, mais c'était toujours un truc qui m'avait vachement attiré. Et du coup, la grosse différence entre les basketteurs américains et les basketteurs en Europe, c'était le côté physique. Donc, j'avais commencé à faire gentiment la musculation par rapport à ça, mais vraiment plus dans le but de la performance à ce moment-là, pour le basket. Et quand j'ai décidé d'arrêter le basket, j'ai voulu continuer à être actif et j'ai trouvé que m'entraîner avec des pros, c'était la meilleure façon de le faire. Mais dans ce moment-là, j'ai changé mon approche et mon approche était purement esthétique. D'essayer d'améliorer mon corps en utilisant les poids. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher, à essayer de m'instruire un maximum sur comment construire son corps. C'est comme ça que je suis vraiment commencé à découvrir le bodybuilding et les bodybuilders et que petit à petit, je commençais à suivre un peu ce qui se faisait, découvrir les athlètes, commencer à regarder un peu les compétitions, comprendre comment ça marche et puis que j'ai mis en pratique ce que j'avais appris d'eux et dans mon entraînement, dans ma nutrition. Et puis, donc j'ai commencé ça en janvier 2006. T'avais quel âge? Comment? T'avais quel âge du coup en 2006? Je venais d'avoir 18 ans. Ok. Ouais. Et en janvier 2006, j'ai commencé, quand je suis né en 88, janvier 88. Et en 2011, c'est quand la catégorie men's physique est sortie et est apparue. Et du coup, le premier Olympia, je crois que c'était en 2012, men's physique. Et, et après ça, moi j'avais fait une sèche dans l'été 2012, donc juste avant le premier Olympia. Et il y avait des gens dans la salle qui disaient quand les magazines sont sortis après, ils m'ont dit tu as ce genre de physique, tu devrais essayer. Et ça m'a un peu trotté dans la tête. Je commençais, tu vois, ça faisait 2012, ça faisait déjà 6 ans que je m'entraînais. Et j'avais un peu envie un peu d'un défi, tu vois, de monter sur scène, de pousser ça un step de plus, tu vois. Et j'ai attendu jusqu'à 2013. J'ai décidé finalement, quand j'ai fini mon université, l'école hôtelière de Lausanne, j'ai décidé de faire ma première compétition. J'ai fait WrestleMania à Paris, en men's physique avec Julien Cagliarini et en fitness model à l'époque. Et après ça, j'avais décidé pour célébrer mon bachelor de venir aux États-Unis pendant 5-6 semaines. Et pendant que je suis venu, j'ai fait d'autres compétitions. Et après, j'ai rencontré des gens, dont un sponsor qui m'a envoyé à un classique. Donc, j'ai étendu ma durée, mon visa. Et à l'Arnold Classic, après, je suis passé pro en men's physique. Du coup, je suis resté là, quoi. Je suis passé pro, j'ai fait des demandes de green card, etc., avec visa, habilité spéciale, etc. Et c'est comme ça que ça m'a permis de rester. Et après la suite, je pense que tu la connais un peu en m'ayant suivi. Je suis resté pro men's physique. Et après, Classic Physique est sorti, nouvelle division en 2016. Directement, j'ai switché. Et j'ai eu directement plus de succès d'ailleurs. Et puis après l'Olympia 2019, j'ai décidé de passer en open bodybuilding parce que c'est vraiment dur de faire le poids en classique et ça rendait pas
justice à mon corps et au poids que j'avais fait une fois que j'étais plat. Avec le temps qu'on avait, j'avais pas assez de temps pour rebondir et vraiment pouvoir montrer mon corps au mieux possible. Donc, j'ai décidé de passer le cap et de passer en open parce que je trouvais aussi que j'avais une structure qui, avec plus de masse musculaire, rendait encore mieux. Donc, j'améliorais ma ligne en continuant de progresser. Parce que c'est un peu ça mon but, c'est même si je fais du bodybuilding, c'est toujours de garder la ligne en priorité. Je cherche toujours un physique classique, on va dire, même si je respecte plus les catégories de poids. Mais tant que j'arrive à améliorer ma ligne en progressant, c'est ce que je continuerai à faire, quoi. Ouais, ce qui est quand même marquant, c'est que voilà, t'as mis au moins 12 ans à devenir un bodybuilder open. Du coup, c'est quand même, c'est pas fait du jour au lendemain. Donc, déjà bravo, parce que bon, tout le monde n'a pas la même persévérance. Merci beaucoup. Que déjà c'est bien. Puis même les résultats, je pense que tu peux être fier de toi. Moi, déjà l'an dernier, quand tu avais fait le San Marino, du coup, enfin, je crois que il l'avait renommé, je sais plus comment il l'avait appelé. Il y avait Motocap en open. Ouais. Déjà, voilà, t'étais pas ridicule à côté de Rolly ou de Nathan, qui sont quand même des beaux bébés, on va dire. Ouais. Et puis même là, bon, Californie, je pense qu'on va revenir dessus parce que nous, des photos et des vidéos qu'on a vues, ça rend pas hommage aux athlètes. Même Antoine, tu vois, il a gagné, mais tu te dis, mince, quoi, c'est pas. Ouais, On voit rien. Donc, je pense que tes progrès sont plus que ce qu'on a pu voir. Je sais pas ce que tu penses, du coup. Mais... Ah, et carrément, le California Pro, c'était vachement bizarre. Déjà, en fait, c'était une salle qui n'était pas faite pour ça. C'était mis en place à cause des restrictions actuelles. Il n'y avait pas de public. Ils ont mis je ne sais pas pourquoi ils ont testé de mettre les lumières en bas, en dessous, au lieu d'être au-dessus. Donc, pas mal de choses. Et il y avait un reflet un peu violet dans la lumière aussi. Et d'ailleurs, j'ai mon truc de posing, comment on appelle ça? Mon slip de posing, il était censé être bleu et sur les photos, on dirait qu'il est violet. Et après, il y avait des écrans de couleurs aussi derrière, ce qui fait qu'il y a une lumière qui vient de derrière aussi. Enfin, de tout, c'est vrai que ça cache vachement les athlètes, quoi. Et ça donne, comme tu dis, pas justice du tout aux gens. Par rapport à l'Italie, t'as pris beaucoup de poids, du coup? Ouais, en Italie, j'étais à 224 pounds sur scène. Et là, j'étais à quasiment 240 pounds. Okay. Ça fait plus de 8 kilos de plus. Ouais. Okay. Et là, en plus, pardon de te couper, mais c'est vrai que cette année-là, c'est pas comme si je me suis entraîné à fond comme j'aurais voulu. Parce que en Italie, après ça, j'ai voyagé pas mal en Europe. Ensuite, après, je suis revenu. C'était un peu, tu vois, après la compétition, rebond et tout. Et puis, il fallait que je ne m'étais pas entraîné depuis un petit moment. Donc, j'ai pris 2-3 semaines pour me remettre dans le bain. Puis, pareil, de nouveau, après, en décembre, je suis parti. J'ai voyagé tout le mois de décembre. Janvier, j'étais malade pendant une bonne partie de janvier. Ensuite, fin janvier, après le Fit Expo, j'ai finalement pu m'entraîner tout le mois de février. Et après, mi-mars, ils ont arrêté les salles comme le Gold Gym, etc. Donc, j'avais accès à une toute petite salle où je ne pouvais pas faire les jambes, je pouvais pas faire... il n'y avait pas d'haltère plus que 30 kilos. Enfin, c'était limité. Et malgré ça, donc après, je suis venu à Chicago. J'ai eu 9 semaines pour me préparer. Et j'ai quand même, avec tout ça, j'ai réussi à ajouter 8 kilos de muscles sur scène. Donc, je suis assez content. Je me réjouis de voir ce que je peux faire cette année, quoi. Et au niveau de la condition, parce que c'est vrai qu'on le voyait un peu à travers les photos, mais pas trop, comme on disait. Du coup, tu penses que ta condition était mieux qu'à Olympia, notamment, le dernier Olympia que tu as fait? Non, parce qu'en Olympiade, je devais descendre mon poids tellement que j'avais plus de gras du tout. Ok. Juste pour pouvoir faire la pesée. Là, en Open, déjà, mon but, c'était... Je voulais être suffisamment conditionné, mais je voulais surtout montrer que j'avais suffisamment de masse pour être présent avec les Open. Et c'est ce que j'ai pu avoir. Les juges ont validé. Je voulais surtout pas que les juges me disent ouais, il faut que tu viennes dans 2 ans et qu'ils arrêtent de me regarder, tu vois, pendant 1 an ou 2. Donc, je voulais vraiment leur montrer que j'avais ce qu'il fallait pour être compétitif en Open. Donc, c'est vrai que j'ai cherché à être plus plein que sec sur cette compétition. Et aussi, je pensais qu'on allait poser pendant plus longtemps. Je pensais qu'ils allaient me comparer plus. Et malheureusement, comme on avait les masques, je pense qu'ils avaient peur de nous faire trop travailler et qu'on ait, tu vois, des gens qui tombent dans les pommes ou autres. Du coup, ils l'ont pas fait autant. Mais entre la première fois que je suis passé sur scène, déjà, j'avais trop d'huile. Mais au fur et à mesure que la compétition passait et que je posais, je devenais de plus en plus dur. J'avais un petit peu... Je sais pas si tu avais vu Hunter Labrada quand il a fait le Tempa Pro.
Autant pas, ouais, pardon. Quand il a fait son routine tout seul, il fait tout flotteux. Ouais, c'est vrai. Et après ça, juste le fait d'avoir posé pendant 2 minutes ou 3 minutes, il va derrière, et il revient pour les comparaisons et il est plein et sec. Et bah, moi, j'avais peut-être un peu cette flotte au début, et au fur et à mesure que je posais, en fait, je devenais de plus en plus sec et plus dur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au début, je pense que j'étais en dehors du top 10, puis après, ils m'ont fait revenir et ils m'ont fait passer 10e. Je pense que si j'avais fait durer les comparaisons un peu plus longtemps, j'aurais pu gratter encore quelques places, à mon avis. Ça, Donc, il y avait une stratégie derrière qui. C'était pas ma condition ultime comme j'aurais aimé venir, mais si j'étais arrivé vraiment conditionné comme j'aurais voulu, je pense que j'aurais été un petit peu trop plat pour combattre avec les Masters Open. Ouais. Donc, tu penses que t'échauffer plus, par exemple, pumper plus avant, ça peut t'aider à contrer ça un peu? Bah ouais, mais l'idée, derrière ça, c'était justement tu vois, en pensant qu'ils allaient me comparer longtemps, de pouvoir devenir meilleur. Si j'avais pumpé trop avant, en fait, après, j'aurais pu commencer à m'aplatir. Donc, c'était le... Double tranchant. Ouais, en fait, on a suivi le plan qu'on avait prévu, mais en fait, ça s'est pas passé comme on l'espérait. Donc, si on avait su comment ça se passait, on serait peut-être arrivé un peu plus sec directement. Et on aurait peut-être joué un peu différemment, mais voilà, on a fait au mieux en imaginant la situation, comment elle allait se passer, quoi. Je rebondis là-dessus. Je sais que tu avais commenté une des vidéos que j'avais fait d'ailleurs sur ce show, quand j'avais dit qu'Antoine, il était monté, je crois, à 7 ou 800 grammes de carbs même plus, dans la semaine, c'était 1000, je crois. 8000 dans la semaine, il avait dit, non? Un truc dans le genre. Il a fait 1000 par jour, ouais. Ouais. Et je t'avais commenté parce que quelqu'un te disait que c'était pas possible et tout. Du coup, toi, t'en penses quoi de ça? Et est-ce que tu penses que justement, c'est ce qui t'a manqué alors que déjà, t'avais bien rechargé, il me semble? Ah, moi, j'ai rechargé comme un porc. J'ai commencé à recharger, je crois que c'était le vendredi d'avant. Et je mangeais 800 grammes de glucides par jour avec burger, frites, etc. Tous les jours jusqu'à jeudi. Jeudi, j'ai réduit drastiquement les glucides et je pense que j'aurais pas dû faire ça. Parce que je voulais justement éliminer un peu la flotte jeudi pour pouvoir re-remplir, tu vois, recommencer à remplir vendredi. Mais du coup, en fait, mon métabolisme est tellement rapide qu'en réduisant jeudi, vendredi, j'étais de nouveau trop plat et du coup, j'ai dû remanger beaucoup vendredi toute la journée. Et en fait, j'aurais dû manger encore un peu plus, je pense. Mais en ayant toutes les calories que j'avais besoin de manger sur vendredi, ça m'a fait faire aussi un peu de flotte que j'avais samedi matin et que j'ai commencé à perdre en posant, quoi, pendant les compétitions. Ouais, on va arrêter sur la bouffe. Du coup, c'est vrai que ton hors-saison, je pense qu'il est assez. Enfin, en tout cas, vu que tu le partages, c'est ça aussi peut-être pourquoi les gens en parlent tant. Parce que comment il t'a surnommé, Théo? Monsieur Pizza, non? Il t'a surnommé Pizza, un truc comme ça. Comment t'en es arrivé à manger autant et puis des choses un peu pas forcément communes ou en tout cas qu'on peut voir comme les nouilles ou les pizzas autant? Comment ça s'est fait, ça, tout ça? Bah, c'est simplement en mangeant propre, j'arrive pas à manger assez. Je peux pas, parce que même en mangeant des pizzas quasiment tous les jours, en fait, entre mon métabolisme et l'intensité que j'ai à l'entraînement, je brûle énormément. Et en fait, tu vois, on se dit souvent, en vieillissant, le métabolisme ralentit, mais le plus je vieillis, plus j'ai de masse musculaire. Donc, à chaque fois que je contracte un muscle pour un exercice, il brûle d'autant plus. Ouais, d'autant plus. Donc, en fait, c'est un cercle un peu vicieux. Donc, le plus ça va, le plus il faut que je mange. Et du coup, il faut que je sois efficace sur la densité des calories. Donc, par exemple, les nouilles ramen, c'est pour la quantité, je ne sais plus exactement, mais par rapport au gramme sec, la quantité de glucides qui sont dedans, c'est nettement supérieur au riz ou aux pâtes. Donc, c'est beaucoup plus dense, nutritivement parlant. Et c'est ce genre de choses qu'il me faut. C'est pour ça que je mange des pizzas, que je mange des burgers, des frites ou des choses lourdes en calories pour essayer d'augmenter la balance calorique totale pour être en surplus, simplement. Et ça te permet peut-être aussi comme tu disais, la ligne c'est important, et de manger en plus grosse densité, ça te permet de garder une ligne plus propre du coup? Bah, propre au niveau de l'estomac. Parce que si je mangeais avec ça, j'ajoute beaucoup de. Après, je prends des enzymes, je prends des probiotiques, prébiotiques. Je fais essayer de. Qu'est-ce que je prends aussi d'ailleurs? Comment ça s'appelle?
Bétaïne, HCl, ça c'est vachement important pour les gens qui ont des acides. J'avais pas mal de problèmes de reflux d'acide l'année passée, une remontée d'acide. Et en fait, ça, si les gens regardent la vidéo qui ont ce problème-là, la bétaïne HCl, c'est la solution. En fait, en général, quand on a des remontées d'acide, c'est qu'on n'a pas assez d'acide dans l'estomac pour manger tout ce qu'on mange, pour absorber tout ce qu'on mange. Et la bétaïne HCl, ça permet de combattre ça. Et ça m'a vraiment vachement aidé ces derniers mois. Depuis mon début d'hors-saison, là, j'ai aucun problème de digestion. Mais comme je disais, donc, si je mange des grosses quantités de légumes, par exemple, des choses comme ça, ça va juste remplir mon estomac avec des calories qui sont quasiment nulles. Ouais. Et ça va faire, tu vois, des gaz, ça va prendre du volume dans l'estomac qui va m'empêcher de manger suffisamment derrière. Donc, je vais trouver cet équilibre. C'est pour ça que Après, au final, tu vois, tu manges. Je sais que Kion, il fait ça pas mal aussi. Il fait genre un repas sur 5, il mange ce qu'il veut. Il en avait parlé dans le podcast avec Fouad Abiad. Ouais, donc c'est à peu près ce que je fais. Après, si je vois que. Voilà, actuellement, cette hors-saison, tu vois, je mange ce que je veux pendant 3-4 jours. Après, je vois que je retiens un peu d'eau, etc. Bah, j'enlève les cheats et je mange propre, mais assez haut en glucides toujours, mais je mange propre pendant 2. Ça dépend comment le corps réagit. Pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, voire une semaine s'il faut. Et quand ça redescend et que je vois que j'ai besoin un peu plus d'énergie de nouveau, je remets 2-3 cheats et j'ajuste comme ça. Là, je fais la déload justement parce que j'arrivais mon corps récupère pas mes entraînements. Hier, jeudi après, jeudi matin, je me suis pas entraîné. J'ai mangé mon premier repas et après j'avais la dalle. Alors chez le McDonald's, j'ai mangé énormément de calories. Il y avait 2 Big Mac, 2 frites et 20 nuggets. et après ça, j'ai mangé mes repas derrière, normaux. Mais j'ai mangé mes 5 repas de la journée. Et hier, pareil, j'ai mangé mes 4 repas normaux et j'ai mangé une grosse pizza le soir. J'avais la dalle incroyable. Alors, les gens ils me demandaient juste dans ma vidéo que j'ai faite sur l'entraînement si justement en faisant ma déload, je réduisais mes calories. Non, parce que mon but, c'est de récupérer. Donc, si mon corps a faim, je vais manger. C'est ça. Donc, je ne peux pas te dire ce que je vais manger. Comment ? Si tu coupes ta récup aussi, quoi. Si tu le Voilà, exactement. Et surtout, je vais pas me forcer à manger, tu vois. Mais je vais pas non plus, si j'ai faim, je vais pas me priver. Ouais, surtout en ce moment où tu es en saison. Ouais. Et en hors saison, Chris Aceto, tu as des nouvelles régulièrement parce que, logiquement, on sait qu'il est de base, il suit pas en hors saison. Mais... Moi, je poste je envoie des trucs toutes les semaines, tous les 10 jours. Ok. J'envoie des photos, mais c'est vrai que je fais un peu plus ma sauce, quoi, en hors saison. Ouais. Mais par contre, quand tu es en prépa, là, c'est tous les jours avec lui ? Tous les jours, ou parfois au début 1 jour sur 2, mais c'est très régulier, ouais. Ok. Ok, ça c'est intéressant. Et du coup, avec justement, je pense que tu en as discuté avec Chris, c'est quoi la suite pour toi, même si je crois que si le calendrier est sorti, je crois hier ou avant-hier. Ouais, j'ai pas regardé encore, mais normalement il est sorti hier, il me semble. Ouais. J'ai pas regardé non plus, mais ce serait quoi idéalement parce que l'Arnaud Classique, t'as pas reçu d'invite, non, j'imagine. Non, et puis c'est trop tôt pour moi, de toute façon, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me laisser suffisamment de temps pour progresser bien. Ok. Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire de nouveau, c'est le California Pro, parce que même si, je pense que c'est une bonne compétition pour moi. Cette année, c'était un peu particulier à cause de toutes les compétitions qui étaient annulées. Mais normalement, le California Pro, c'est vraiment une compétition qui est plus sur la sèche et la ligne. Plus light. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne compétition pour moi. Normalement, ça a lieu fin mai. Une autre que j'aimerais bien faire, c'est Chicago Pro, simplement parce que c'est là où j'habite actuellement. Ça, c'est en juillet, normalement début juillet. Ouais. Mais c'est dans ces eaux-là. Et après, je vais voir comment j'évolue. Parce que si j'évolue à fond, je ne vais pas m'arrêter. Tu vois, si tout progresse super bien et que ça continue sur la lancée, je ne vais pas m'arrêter juste pour faire une compétition. Et s'il commence à ralentir et que je vois que j'ai fait beaucoup de progrès, là, justement, je vais me dire, on va commencer une sèche, puis on va voir. Tu vois. Donc, j'ai ces 2 compétitions que j'ai un peu en tête, mais ça va dépendre de comment mon corps réagit et évolue sur les prochains mois. Il n'y a rien qui soit arrêté, quoi. Et une compète en Europe, comme on a vu, parce que le Romania Pro, c'est vrai qu'il commence à faire à être bien réputé. Ça te tenterait, ça, plus tard ? Ah ouais, à fond. À ce moment, là, j'ai pas envie de partir en Europe actuellement avec c'est trop risqué, tu vois. J'ai pas envie de rester bloqué en Europe et de pas pouvoir revenir ici, parce que j'ai pas le passeport américain. Ouais. Donc on sait jamais ce qui peut changer, tu vois. Si t'es en dehors du pays pendant 10 jours, en ce moment les choses changent très vite, donc j'ai pas envie de rester bloqué quelque part qui est pas chez moi.
Mais effectivement, moi j'ai fait pas mal de compétitions en dehors des États-Unis. D'ailleurs, mes 2 victoires étaient en dehors des États-Unis, Ouais, San Marino et Corée ouais, du Sud. Corée du Sud. Donc moi j'aime bien voyager, effectivement. Et puis j'aimerais bien faire une compète avec Théo aussi, donc lui je sais qu'il fait ces compètes-là. Et le Romania Pro c'est une belle compète, ça c'est sûr. Donc ouais, il n'y a pas de... Je me dis pas je vais pas faire cette compétition ou quoi que ce soit. Non, tout est possible. Je peux faire n'importe quelle compétition. C'est ça. Ouais, puis c'est vrai que c'est sympa. Bon, cette année, du coup, ça s'est moins vu. Mais en général, l'an dernier, on l'a bien vu avec Juan Morel et Nathan par DHA qui avaient fait tout le tour. Ils avaient fait Roumanie. Il y en avait fait une autre avant, je crois, le Japan Pro. Ouais, ouais, Et peut-être le Monster Gym, du coup, ils avaient dû ouais, faire. ouais, c'est C'est vrai ça. que je pense qu'en tant que bodybuilder, ça doit être sympa ce genre de tour, du coup. Ouais, c'est assez cool de voyager avec d'autres personnes qui font la même chose que toi, quoi. C'est un peu l'esprit en plus sérieux parce qu'il y a la compète, mais de la tournée des merde, des comme Fibo, le salon, tout ça quoi. Euh, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Dans l'esprit quoi. Ouais, non, c'est un peu ça. Ouais. Moi, c'était la dernière fois que j'avais fait un peu ça, c'était la Corée du Sud, justement. C'était Mhm. la semaine après l'Olympia, donc j'étais là-bas avec Brendan Hendrickson, Ryan Terry, Angelica Texera, Rosé Raymond. Il Euh, y a pas de Flex aussi? non, pas cette année-là. Non, Il y pas avait cette année. Adi Chupan, Ok. il y avait, il y avait Sean Clarida, Mhm. il y avait pas mal de monde. C'était vachement cool, franchement, c'est sympa. Ouais. C'est bien éclaté. Et Sean Clarida, il est sympa. Rosé Raymond, c'était une de ses dernières compétitions. Je crois que c'était sa dernière compétition d'ailleurs. Ouais. Et il a tellement de connaissances, tout, donc il racontait plein d'histoires et tout. C'est cool, ouais. C'était vraiment cool. À refaire alors dès que c'est possible de voyager quoi. Ah, attends. Une des choses qui me manque actuellement, c'est justement les expos et ce Ouais. genre de choses, quoi. Voyager, rencontrer les gens, partager les expériences, c'est ce qui me manque le plus actuellement. Mais je sais pas si tu as eu des infos là-dessus, mais il paraît que à Orlando ils veulent mettre l'expo du coup. Je sais pas si c'est vrai pour Olympia. Apparemment, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Après, je sais pas euh, les restrictions, combien de personnes ils vont avoir, etc. Mais je sais aussi que, justement, on parlait avec Julien l'autre jour, Kellerini, Ouais. qu'ils vont remettre des tickets en vente parce qu'ils ont le droit à plus de spectateurs là-bas. Ok. Du coup, c'est possible que Julien et Marjorie et moi-même nous retrouvions là-bas. Ok. Donc ça serait cool. Mais ouais, c'est une bonne chose que ce soit bougé à Orlando. Ouais, pour toi, c'est une bonne chose, ouais, du coup. Bah, il y aura plus de spectateurs, ça va être plus dans l'ambiance. Parce que moi, la compétition que j'ai faite en Californie, où tu montes sur scène et tu as 0 spectateur, Ouais. c'est un peu bizarre quand même. Ouais, ça doit être dur. Alors, te dire que c'est l'Olympia et que tu n'as pas de spectateurs, et puis Texas Jackson, c'est censé être ta dernière, tu vois, c'est un peu triste, quoi. Donc, Ce sera la dernière chez lui, du coup, en Floride. du coup, ouais, c'est cool pour lui. Et à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de spectateurs et qu'il décide d'en refaire une derrière, mais a priori, je pense que ce sera sa dernière, ouais, comme Ouais. ce sera là-bas. Mais non, pour moi, c'est une bonne chose que ce soit bougé. Et merci à Jake Wood, parce que c'est lui qui sponsorise tout, hein, de sa poche quasiment. Et c'est des grosses. Déjà, c'est des gros coûts parce qu'il n'y a pas de sponsor. Donc, c'est tout lui qui paye tous les chèques aux athlètes. Et il n'a pas réduit un seul, ce que je sache. Et toute la logistique derrière déplacer cet événement à Orlando à un mois de la compétition, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour toutes ces équipes. Donc, les promoteurs, ils ont fait beaucoup de travail cette année avec ça. Donc, c'est vrai que la lumière et tout en Californie, c'était pas top, mais au moins, on a pu monter sur scène. Donc, c'était déjà une bonne chose. Tant qu'on est sur Olympia, du coup, c'est quoi même si on est que à 4 semaines, tu vois quoi? C'est intéressant. Ça va être intéressant. Ça va être une belle compétition, ça c'est sûr. Pour ce qui est Open Bodybuilding, moi j'aimerais bien voir Brendan Curry qui valide derrière. Parce qu'il a fait quelque chose quand même d'assez unique l'année passée, c'est de gagner l'Olympia et l'Arnold Classic. Et il a été beaucoup critiqué sur l'Olympia, mais c'est dur d'arriver au top 2 fois dans l'année comme ça, sur 2 grosses compètes. Même Roddy Coleman, il a failli perdre une année après avoir gagné l'Arnold Classic. Donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien le voir confirmer un peu. En plus, je trouve que c'est un super ambassadeur pour le sport. Il prend toutes les critiques vraiment... Je trouve qu'il prend ça tellement bien. C'est très, très respectable. Et c'est un gars super sympa. J'aimerais bien le voir confirmer. Puis après, ça va être intéressant de voir justement où ça va parce que
si tu regardes dans l'esthétique pure, Brandon Curry est supérieur à Phil Heath. Tu vois, là, au niveau de la silhouette, Brandon Curry, il a vraiment les épaules larges, il a la taille super fine. Après, il faut voir comment les quads vont arriver derrière et tout. Mais Phil Heath, lui, il est plus droit. Il n'a pas vraiment un V-taper naturel. Il a construit des épaules énormes, il a créé cette illusion, mais il n'a pas la structure naturelle comme ça. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'il a une séparation musculaire et une sèche assez incroyable. Et ça, c'est ce qui manque à Brandon Curry, par exemple, la séparation dans ses jambes comparée à Phil Heath. Donc, ça va être intéressant de voir parce que c'est deux physiques très, très différents. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que. Alors, Brandon, j'en avais discuté d'ailleurs avec Dave Mad Max, que comme quoi c'était un super ambassadeur et puis qu'il méritait d'être plus mis en avant. Ouais. Et Phil, pour moi aussi, c'est pareil. Il y a l'âge. Et puis ça fait quand même, mine de rien, ça fera 2 ans et demi quasiment qu'on l'a pas vu sur scène, avec des opérations en plus. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation quand même là-dessus, tu vois. Non, il y a beaucoup de points d'interrogation, ça c'est sûr. Puis Brandon Curry, c'est aussi un gars intelligent. Quand tu écoutes comment il s'entraîne, etc., il réfléchit à ce qu'il fait. Il en sait beaucoup plus qu'il en laisse paraître. Et puis il montre beaucoup, il partage beaucoup avec ses fans. Il n'hésite pas à poster des updates, etc. Alors que Phil Heath, ça manque qu'il soit un membre privilégié d'un de ses sites, etc. Tu vois pas grand-chose de lui, quoi. Donc, il t'avait banni, non? Toi, c'est pas ça? Moi, je suis bloqué mes 2 pages. Au début, je pensais que c'était une blague ou une erreur, tu vois, mais il m'a bloqué ma page française, ma page anglaise, juste parce que je m'entraînais avec Sean, quoi. Ouais, c'est un peu con, mais c'est ce que disait Dave, du coup, avec moi dans le podcast, c'est qu'il s'est un peu renfermé Phil, du coup, sur lui. Ah, complètement. Même simplement à l'Olympia, en backstage, tout le monde est ensemble, à part Phil Heath, il est tout seul dans une petite chambre, tout seul avec son coach. Mais il est tout seul, il n'est pas avec les autres, quoi. Ouais, c'est un peu con. Et l'an dernier, la surprise, ça avait été un peu Patrick Moore, du coup, 10e. Cette année, tu vois qui faire Hunter ou Antoine, par exemple, mieux se placer? Hunter, il est vachement impressionnant, je trouve. Hunter, il est super complet. Il a cette dureté à la Brent Warren, mais avec un physique beaucoup plus esthétique. C'est dur. Attends, je vais sortir tu as la liste, là, sur toi? Ouais, je peux la trouver facilement. Après, en même temps, il y en a tellement qui sont aussi qui sont out, du coup. Avec Cédric cette semaine et Rafa, du coup, Brandao. Ouais. Ok, il y a Brandon Curry, donc Brandon Curry, voilà. Adil Chupani, s'il arrive à venir avec son visa, ouais, je sais pas. Être sacrément impressionnant aussi. Rolly Winkler, on n'a pas vu beaucoup d'updates cette année. Ouais, t'as vu la photo de son biceps, là, du coup, cette semaine qu'il a mis? Ouais, j'ai vu. Donc c'est incroyable. S'il arrive vraiment en bonne condition, c'est un des gars qui peut vraiment choquer tout le monde. Pour moi, c'est le gars qui a cette freak factor, tu vois, il a vraiment l'effet, le monstre. Pour moi, le gars qui est le plus impressionnant quand il sort sur scène, c'est lui. Ouais. Et puis Big Ramy, là, il a posté une vidéo la semaine passée ou cette semaine, là, c'était vraiment impressionnant aussi. Ouais, mais la condition me fait douter un peu encore. Ah ouais, tu trouves? Parce qu'à 4 semaines, moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ouais, je sais pas. Mais après, c'est peut-être un a priori parce qu'en général, il se foire un peu là-dessus, tu vois, mais je sais pas. Ouais, justement, mais moi, de voir ça à 4 semaines, je trouve il a une sacrée séparation musculaire, il a beaucoup de détails et il est bien énorme aussi. Donc, s'il arrive, c'est une question de. Tu vois, s'il arrive vraiment à super sec sur cette scène, sur cette compétition, il peut choquer beaucoup de gens. Après, moi, j'aime bien aussi Hakim Williams, mais il n'est jamais récompensé vraiment. Il est sous-coté, je pense, Hakim. Franchement. Il est quoi? Il est sous-coté un peu, les gens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il a un physique vraiment, vraiment impressionnant. En plus, il est très, très fort. Et puis, ça fait les 2 dernières années, voire même 3 dernières années, il a commencé à vraiment arriver sec sur scène aussi. Donc, ouais, mais regarde, à l'Arnold Classic cette année, il est arrivé que 6e ou 7e, je crois. Ouais, mais pourtant, je trouve que sa condition était remarquable, il est massif, il a tout, quoi. Et après, il y a Yann Vallière, du coup. Yann Vallière, ouais. Et lui, je sais pas. J'ai l'impression que par rapport à 2018, d'ailleurs tu l'avais vu, je pense, en 2018, j'ai pas l'impression qu'il ait tant progressé que ça, en tout cas.
Je dis pas qu'il n'a pas progressé. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'il a poussé le physique en 2 ans autant qu'il aurait pu. Ouais, je sais pas. Moi, quand je l'ai vu au Gold Gym au début de l'année passée, début de cette année, il était énorme, super impressionnant. Ouais. Mais après, quand je vois les photos, sur scène, il rend moins impressionnant. Alors, je sais pas. Ouais, écoute, on verra bien du coup. Et puis, juste, en finir là-dessus, sur les classiques physiques, t'en penses quoi un peu de l'évolution? Parce qu'on voit de ces physiques en ce moment Tu vois, t'as un truc assez impressionnant. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses du coup. Moi, je trouve que ça évolue bien. Brian Hensley, je trouve qu'il a vachement progressé cette année. Mm-hmm. En plus, il a bossé sur son vacuum et tout, donc c'est des choses que les gens le critiquaient beaucoup là-dessus. Et je trouve que ça améliore sa ligne encore plus, enfin, de manière surprenante, parce qu'il avait l'air de dire que... Parce qu'il a des super abdos, mais ça donne un effet vraiment old school, je trouve, avec ses biceps et ses dorsaux qui sont vraiment impressionnants. Ouais. Ses jambes ont l'air plus grosses, il a une condition incroyable. Donc, à mon avis, il va vraiment pousser Chris Bumstead. Chris Bumstead, il est bien mieux que l'année passée. Il paraît plus gros. Il paraît en bon niveau de la condition. Il paraît en avance par rapport à l'année passée aussi. Donc, ça va être intéressant de voir. Puis derrière ça, moi, j'aime bien Alex Cambronero. Mais j'ai vu aussi pas mal de gars qui arrivent. Danny Younan qui arrive bien. Ouais, c'est vrai. Il y a Wesley Visser, il a d'avoir bien bougé aussi. J'espère qu'il pourra venir. Ouais. J'espère qu'il va faire un bon résultat. En plus, il y a Josh Peterson et Keon Person qui sont partis. Donc, ça fait un peu de place dans le top 5, dans le top 10. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir. Puis, il y a Terence Ruffin qui est superbe, qui est un magnifique closer. Donc, ouais, moi, je m'envie de voir la compétition. Et de voir qui arrive avec quelle shape sur scène, quoi. Ouais, ça va pas être un Olympia rabais, je pense. Certains ont dit ça un petit peu à cause de la pandémie, tout ça, mais je pense que... Non, cette année, à mon avis, ça va être une compétition. Ça va être vraiment compétitif au niveau de l'Olympia. Et d'ailleurs, les compétitions qu'on a eues ont été aussi plutôt compétitives également. Je pense que le fait que justement, il y a eu moins d'opportunités, ça a rassemblé et du coup, le niveau était plus haut aussi, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Les gens se plaignent parce que, comme le Cali où la qualité des vidéos était pas top, mais je pense qu'en soi, les gens sur place ont bien vu le niveau qui était aussi mieux, quoi. Ah ouais, non, le niveau était nettement supérieur aux autres années sur le Cali Pro, c'est sûr. Pour en revenir du coup un peu plus à toi, t'as côtoyé Jay Cutler un petit peu, peut-être pas forcément dans son prime, et t'as côtoyé Sean Roden, du coup, c'est quoi qui est-ce qui t'inspire plus et qui est-ce qui, comment dire, qui t'a appris le plus? C'est très différent ce que j'apprends de chacun d'eux. Jay Cutler, c'est vachement plus le business, le côté businessman, le côté bienveillant. Après, il connaît beaucoup de choses aussi sur l'entraînement, etc. Avec Sean, là, c'est plus sur l'attitude, sur vraiment rien laisser te toucher, quoi. Vraiment. Enfin, quand tu regardes ce qui lui est arrivé ces dernières années et comment il réagit à tout ça, c'est incroyable qu'il reste le gars serein, qui continue à faire ce qu'il veut, enfin, ce qu'il a envie de faire et qui laisse rien le perturber comme ça, c'est assez incroyable. Même en 2018, quand il a gagné l'Olympia, il avait 2 ulcères dans l'estomac 6 mois avant, qui l'ont empêché de faire l'Arnold Classic, alors qu'il l'Arnold Classic, il arrivait dans la meilleure shape de sa vie. Sûrement, il aurait sûrement été beaucoup mieux à l'Arnold Classic qu'il était à l'Olympia d'ailleurs. Il était énorme et on était vraiment en train de faire quelque chose de spécial pour l'Arnold Classic 2018. Et tu vois, quand tu sais que tu arrives à un niveau comme ça et que tu dois tout arrêter à 4 semaines de la compétition parce que tu as un problème de santé et revenir derrière et gagner l'Olympia, il faut un sacré mental, quoi. C'est clair. Donc, moi, j'apprends un peu de tout le monde. Il n'y a pas une personne qui m'apprend plus. Après, forcément, Sean, c'est mon meilleur pote. On parlait encore hier soir là, sur FaceTime et tout. On parle tout le temps. Donc, c'est une relation un peu différente, lui et moi, avec les années. Jay Cutler, aussi, on parle pas mal. Et c'est un gars qui est vachement intelligent. Et mais là où il est vraiment très très fort, c'est tout ce qui est business justement et tu vois, le côté ambassadeur, Mister Ambassadeur. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et c'est lui qui t'avait aidé un petit peu, c'est ça, quand tu étais arrivé du coup aux États-Unis, c'est ça, hein? Bah, il m'avait aidé, il m'avait mis un peu dans le bain parce que déjà, il a fait une photo de lui et moi, il l'avait mis sur son Twitter, il m'avait tagué. Après ça, il demandait à Dave des nouvelles, à Dave Mindmax, des nouvelles de moi, etc. Et puis moi, je travaillais donc au magasin de Dave, Max Muscle, qui vendait des suppléments à ce moment-là. Et quand on approchait un peu le LA Fit Expo, au début janvier, Jay il avait demandé à Dave si je voulais lui donner un coup de main. Du coup, ça m'a donné l'opportunité de passer du temps auprès de lui et à une exposition de fitness. Donc, un peu d'apprendre les ficelles du métier, quoi. Et chez Dave, du coup, t'avais appris beaucoup de choses en travaillant dans sa boutique, parce que sa boutique, elle était mythique quand même. Donc, Ouais, je suis arrivé un peu sur la fin par rapport à ça, malheureusement. Mais ça m'a aidé parce que ça m'a permis d'économiser. Au lieu de dépenser mes économies, je continue à gagner de l'argent en travaillant là-bas. Mais j'ai pas appris autant en étant au magasin que j'ai appris en passant du temps au Gold Gym et avec les différentes personnes comme Charles Glass ou Chris Lewis, Psycho Fitness ou d'autres athlètes, quoi. D'ailleurs, pour en revenir à ça, t'en as parlé dans ta vidéo, tu disais qu'il fallait, les vidéos que tu as sorties aujourd'hui au niveau de l'entraînement, que quand tu étais en prep, il fallait quand même que tu réduises un peu l'intensité pour pas te blesser, notamment. Ouais. Avec Psycho, quand même, j'avais l'impression que vous donniez vraiment au niveau de l'intensité à quelques semaines de l'Olympia. Est-ce que tu penses que ça a été comment dire, que ça a pu te jouer des tours, notamment parce que tu t'es fait mal à l'épaule, il me semble, de mémoire. Ah, au coude, ouais. Au coude. Est-ce que tu penses que c'était une petite erreur maintenant que ça fait 2 ans? Il y avait un peu des erreurs, mais le problème, c'est que Sean, il a besoin de ça. Le plus tu le tabasses, le moins tu le nourris, et son corps, il répond. Moi mon corps, il arrête de répondre parce que je brûle déjà trop à la base, quoi. Donc, j'arrive à un moment où c'est surentraînement et le corps, il répond pas. Heureusement, on travaille avec Chris Aceto, et Chris Aceto, il voit tout ce qui se passe. Rien que sur les photos, il sait ce qui se passe et il ajuste vachement bien la diète derrière. Donc, j'arrivais quand même à récupérer bien. Puis, en plus, je faisais pas mal de cryothérapie, plus tous les massages, etc. Donc, je manageais à récupérer. Mais c'est vrai qu'en prépa, je trouve que c'est surtout faire attention aux techniques d'intensité, savoir se donner à fond, mais sans aller plus loin que l'échec et ce genre de choses. Parce que ça va repousser la récupération. Et c'est là qu'on va commencer à tomber dans un cercle vicieux, puis pas récupérer l'entraînement. Ouais, je pense que c'est un truc qu'on doit apprendre. C'est ça, pas parce que les techniques d'intensification, comme tu dis, c'est des techniques qui font plaisir. En général, c'est vrai que ça fait plaisir au cerveau en tout cas, mais on a plus de chances des fois de détruire que de construire en faisant ça, quoi. Ouais, le problème, c'est que une fois que le muscle est stimulé, tout ce que tu vas faire en plus, ça va juste repousser la récupération. Ça va pas créer plus de stimulation. Ouais. Donc, à moins que tu saches que genre, tu vas partir pendant 1 mois ou 2 semaines et que tu vas pouvoir t'entraîner, bah, tu peux te donner comme un fou pendant 1 semaine et tu vas te surentraîner, mais tu sais que derrière, tu auras le temps de récupérer. Donc, si tu fais ça chaque semaine, semaine après semaine, tu vas tomber dans un surentraînement. Et après, de faire un peu de surentraînement, c'est bien si tu sais lever le pied, etc. Mais si tu tombes dans un surentraînement chronique, c'est là que tu te blesses, c'est là que tu commences à te déprimer, c'est là que tu te sens pas bien, tu n'as même plus envie d'aller à la salle au bout d'un moment. Et tu disais dans ta vidéo que tu avais diminué tes reps en fait quand tu es passé de Men's Physique à actuellement Open. Ouais. Est-ce que tes charges elles ont vachement augmenté par rapport à ça par contre? Ouais, à fond. Bah, c'est ça j'ai réduit les répétitions et augmenté mes charges. Ouais. Après, est-ce que tu sais, c'est comme Jay Cutler, il avait dit justement dans une vieille vidéo, que c'était ridicule de demander à un bodybuilder combien il benchait. Ouais. Est-ce que toi, est-ce que ça t'inquiète le niveau de force que tu as par exemple ou pas du tout? Non, j'essaie de devenir plus fort. À mon avis, je trouve que c'est un bon signe que tu progresses. Ouais. Mais c'est plus fort pour un certain nombre de répétitions. Je ne vais jamais faire moins que 6, voire rarement moins que 8 répétitions. Parce qu'il faut que je sente le muscle travailler quand même, au moins pendant un certain temps. Alors parfois, je descends jusqu'à 6, peut-être que j'ai un peu surévalué ma force et que j'ai mis un peu trop de poids, mais je ne vais pas faire moins que 6 répétitions, quoi. Et en général, j'essaie de viser un minimum de 8. Et ça, je sais pas si c'est ton coach du coup, mais le gars avec qui
qui s'occupe entre guillemets de la salle où vous êtes à Chicago, de la team où vous êtes. Mendes, ouais. Ouais, est-ce qu'il t'a modifié un petit peu ta façon de t'entraîner par rapport à ça un peu? Non, alors ça, c'est mon approche de l'entraînement. Ok. Et d'ailleurs, je lui avais dit ça, normalement, en saison, moi, j'aime bien faire 2 jours on, 1 jour off. Lui, bon, on fait aussi pas mal de vidéos, etc. Donc, il y a du contenu qu'on crée. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je m'entraîne 6 jours par semaine. Et du coup, voilà, après, tu vois, les 4 premières semaines de mon hors-saison, j'ai fait de l'excentrique. Et là, c'est les 4 semaines que je m'entraîne vraiment en hors-saison. Et là, j'ai besoin de prendre presque une semaine de repos. Donc, ouais, je peux faire 6 jours par semaine, mais après 4 semaines, 3-4 semaines, voire 5 semaines, il faut que je sache lever le pied, quoi. Ouais. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et après, par contre, Mendes, là où il m'aide, c'est vraiment à choisir les bons exercices pour ce qu'on cherche à améliorer et m'aider à être sûr qu'on connecte proprement avec les muscles ou alors les parties du muscle qu'on veut développer et élaborer le plan d'entraînement sur lequel qu'on va rester pendant 4, 5, 6 semaines au minimum pour progresser. Ouais, c'est ce que tu disais dans une des vidéos au début de Chicago, tu disais qu'il allait t'aider pour le dos notamment. Ouais. Mon dos, là, il est vachement plus large qu'il l'a jamais été. Ouais. Donc, ça paye. D'ailleurs, maintenant, il faut que je me concentre plus sur l'épaisseur du milieu du dos sur les prochaines semaines. Tu vas te faire des rowing à la Yates un peu ou... Ouais, j'en fais déjà, ouais. T'aimes bien d'ailleurs Dorian, comment il s'entraînait, tout ça un peu ou... Ouais, c'est une des personnes qui m'a plus inspiré sur ma philosophie d'entraînement, ouais. Et en dehors de la philosophie d'entraînement, est-ce que tu crois en 2020, est-ce que tu crois que Dorian Yates il aurait eu le même succès dans le sens où tu vois il était dans sa cave, il parlait pas trop. Est-ce que tu crois que maintenant un bodybuilder qui fait ça, il peut avoir autant de succès qu'il a eu lui à l'époque? Ah, c'est une question intéressante. Je pense que oui, quand on travaille par lui-même. Après, est-ce qu'il aurait capitalisé au mieux sur son succès? Non. À mon avis, savoir se marketer soi-même, enfin, je pense tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est hyper important pour pouvoir vivre de ce qu'on fait, quoi. Et développer sa marque. Ouais. Comment toi tu le sens que, je veux pas citer de nom, mais j'ai vu certains, on va dire, influenceurs du fitness français qui ont le double, triple de toi en tant qu'abonné, ou même j'en ai vu un qui a au moins 3 fois le nombre d'abonnés de Regan Grimes, qui est pourtant, je pense, actuellement un des meilleurs là-dessus. Comment tu le vis, ça, entre guillemets? Est-ce que pour toi, c'est un objectif de faire plus? Je pense qu'il n'y a pas de jalousie, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais... De toute façon, oui, moi j'essaie d'augmenter mon audience. Tout ce que je fais, toutes les vidéos que je fais sur YouTube, etc., c'est pour essayer d'apporter des choses que moi j'aimerais voir ou apprendre si j'étais de l'autre côté ou quand j'étais de l'autre côté, à vouloir apprendre un maximum quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Suisse, en France. Donc c'est ça qui motive tout ce que je poste sur les réseaux. Après, j'ai envie d'augmenter mon audience. Mais quand je vois d'autres qui ont plus ou moins, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Après, ce que je trouve dommage parfois, c'est que des gens qui ont plus de personnes qui les suivent, ils partagent des informations qui sont très erronées, ou alors ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parfois, c'est un peu dommage, parce que comme beaucoup de gens les écoutent, et après, c'est ces fausses informations qui sont un peu ancrées dans la tête des gens. Et ça, c'est dommage, quoi, parce que les gens après perdent du temps. Et c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de gens qui les suivent, qui savent beaucoup de choses sur comment s'entraîner, comment manger et comment faire bodybuilder, quoi. Ouais, c'est ça, puis même alors, je sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que, comme tu dis, promouvoir le bodybuilding comme quelqu'un à la retraite fait, comme Jay Cutler fait alors qu'il est à la retraite, c'est vrai que des mecs comme, là par contre je peux le citer, comme Greg Doucette, je suis pas sûr que lui il apporte la même image positive au bodybuilding, tu vois. Non, c'est sûr. Moi tout ce que je veux, c'est justement, quand je parle de bodybuilding, que je promouvois le sport, c'est chercher à y mettre une image positive. J'avais fait d'ailleurs un reportage avec M6, etc. Pas mal de gens, quand ils avaient vu que je postais que j'allais faire quelque chose avec M6, ils m'ont dit « Oh non, ils vont te faire passer pour ci, ils vont te faire passer pour ça. » Oups, ma batterie arrive sur la fin de mon téléphone. Enfin,
Mais tout ce que j'ai cherché à faire, c'est justement de véhiculer une image positive du sport en essayant de concentrer sur l'art du sport et pas sur que les gens préfèrent, ce dont les gens préfèrent parler quand ils parlent de bodybuilding, quoi. Est-ce que à terme, peut-être qu'entre guillemets, même si tu n'en es pas là, ta carrière sera terminée, est-ce que c'est quelque chose que tu veux apporter en France? Parce que C'est ce là, que je cherche à faire, ouais. C'est exactement ce que je cherche à faire. C'est pour ça que j'ai commencé à faire aussi ces podcasts actuellement avec Théo ou Julien, parce que j'ai envie d'utiliser ma plateforme pour promouvoir les athlètes français qui viennent, pour pouvoir communiquer, apprendre, éduquer les futures générations. Ouais. C'est mon ambition, ouais. Et en présentiel, ça t'intéresserait du coup aussi? Parce que là, c'est vrai là, tu vois, c'est vrai que c'est pratique le fait que qu'il y ait la distance, de faire ça par distance et tout, mais est-ce que à terme, ça t'intéresserait de promouvoir plus spécifiquement en ton nom un salon, par exemple, ou une compète en France, un truc comme ça? Ah ouais, carrément. Bah, la compète d'Éric Favre en France, à la base, ça devait être le Salima Classique. Ok. Moi, je voulais faire une compétition en France. J'avais déjà parlé avec Jim Magnon, etc. Et ensuite, quand j'étais sous contrat avec Eric, donc j'en avais parlé pour savoir s'il voulait sponsoriser l'événement et en quelle mesure, etc. Et Eric a décidé de prendre les choses en main lui-même. Et moi, en sachant les moyens qu'a Eric, je me suis dit que c'était une meilleure chose pour le sport en France de le laisser faire. Donc, je lui ai laissé l'opportunité de le faire et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. C'est rien de le dire, ouais, ça. Malheureusement, ouais. Mais du coup, à plus ou moins long terme, c'est un objectif pour toi, quoi. Ah ouais, carrément. Moi, j'aimerais faire un maximum de séminaires. J'aimerais pouvoir justement, si possible, même avoir des compétitions ou promouvoir le sport de toutes les façons possibles sur vraiment plusieurs aspects et utiliser mes réseaux pour promouvoir tout ça derrière et partager tout ça avec un maximum de personnes et inspirer d'autres personnes à faire, même si c'est pas ce qu'on fait, au moins de faire ce que les gens souhaitent faire dans la vie. Enfin, moi, ce que je cherche vraiment, ma motivation principale, c'est personnellement, j'ai la chance de vivre de ma passion. Et je trouve que c'est la chose la plus. Enfin, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire dans la vie, quoi. C'est de pas avoir l'impression qu'on travaille. Et j'aimerais pouvoir inspirer un maximum de gens à, pareil, de trouver ce qu'ils aiment vraiment faire et d'en faire leur métier d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas forcément facile tout de suite. On voit pas forcément comment on peut faire ça directement. Mais quand on se donne à fond sur quelque chose et qu'on se donne les moyens, je dis pas aux gens d'abandonner leur travail aujourd'hui, mais de commencer à investir dans ce qu'ils aiment vraiment, je suis complètement convaincu qu'au bout d'un moment, on arrive à vivre de notre passion. Tu avais posté par rapport à ça, je sais plus quand c'était, je t'avais dit, il y avait quelqu'un qui t'avait dit en gros que tu avais trop de chance et tout. Et comme tu dis, la chance, c'est toi qui l'as provoquée. Est-ce que tu penses que à l'heure, en 2020, avec tout ce qui se passe, le rêve américain, en tout cas, même s'il a changé, est-ce que c'est toujours possible? Oui, moi, souvent quand je vais aux expos et tout, je signe sur les shakers ou sur les photos, tout est possible. Pour moi, je suis convaincu que quand on veut quelque chose, on cherche les moyens et qu'on essaye différentes routes. Et surtout qu'on n'abandonne pas, parce qu'on peut essayer plusieurs choses qui ne marchent pas, jusqu'à ce qu'on trouve la façon qui fait que ça marche. Et pour moi, c'est ça, c'est de continuer d'y croire et continuer de travailler et de trouver des solutions jusqu'à ce qu'on arrive à réaliser nos ambitions. Donc, à mon avis, oui, tout est possible. Le rêve américain, il est peut-être différent, mais il est toujours tout à fait possible. Ou il peut être le rêve tout court, pas forcément américain. Ouais, c'est vrai. Où on veut et réaliser nos rêves. Ça, j'en suis convaincu, ouais. Okay. Et toi, donc, du coup, dans le body, ton rêve, ça serait quoi? De remporter un Olympia, remporter un All Classique, remporter quoi? Si je pouvais remporter un Olympia, ce serait énorme, c'est sûr. Surtout en Open, ça serait énorme. Ça, c'est mon rêve, ouais. D'ailleurs, mon fond d'écran sur mon téléphone, c'est la médaille Olympia. Je pense tous les jours. Non, c'est vraiment c'est mon rêve. Après, j'y arriverai ou j'y arriverai pas. En tout cas, je me donne les moyens de mes ambitions au maximum et je veux partager ça avec un maximum de personnes. Et même si je n'y arrive pas, je veux pouvoir utiliser justement cette plateforme-là à terme pour pouvoir promouvoir le sport et inspirer d'autres. Ouais. Ok.
Moi, je vais peut-être pas trop t'embêter longtemps, juste un dernier truc qui m'avait plu, c'est que tu avais commencé à travailler, je crois, c'est qu'un. Je sais pas, en France, je pense qu'on dit un physiothérapeute, mais je pense pas que ce soit le mot qu'ils utilisent là-bas aux États-Unis. Mhm. Tu l'as utilisé une semaine avant, je crois, le California Pro. Ah, ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je pense pas que ce soit un physio du coup qu'on dit aux États-Unis, mais C'est un peu particulier. Attends, juste, je crois que mon téléphone il va mourir, donc voilà. juste attraper ma batterie, mon chargeur, sinon ça Et- va se déconnecter. Ok. Ah, comment je retourne la caméra là? Ah, ok. Ah, ok. Donc, ouais, c'est pas un. Attends, j'essaie de mettre ça bien. Ça va comme ça ou je suis un peu de Ouais, c'est travers? nickel, ouais. Ouais. Ok. Euh, ouais, c'est un. Je ne saurais pas ce que c'est le terme exact. Parce que Josh, c'est un thérapeute, assez unique. Déjà, sa façon de travailler, il travaille avec les vibrations. Donc, il y a beaucoup de masseurs, tu vois, ils travaillent et ils tirent des lignes, tu vois, avec la pression. Lui, il est beaucoup sur la vibration. Donc, il arrive à vraiment changer la forme des muscles et même, en fait, toute la stature du corps, elle est la conséquence de plein de tensions qu'il y a dans ton corps. Et après, par rapport à cette tension-là, ton corps s'habitue d'une certaine manière et tu as comment on appelle ça en anglais, on appelle ça scar tissue, donc des tissus cicatrisants Mm. qui se créent, que ce soit au niveau des osseux ou autres, qui vont solidifier cette position et finalement rester, tu as tendance à te fixer de cette manière-là. Ton corps va vraiment s'habituer à ce que ce soit le normal. Mais ce n'est pas forcément idéal ou optimal pour toi ou pour la performance. Donc lui, il travaille sur tout ce qui est très profond comme ça. Il va casser ces tissus cicatrisants, il va relâcher les muscles. Personnellement, moi, j'ai ma cage thoracique qui a tendance à redescendre vers l'intérieur au niveau du centre, là. Et avec des vibrations et autres, il arrive à la ressortir, à la refaire rebomber et vraiment rendre ma cage thoracique plus esthétique au final. Donc ça, c'est un des aspects sur lesquels il travaille. Après, il travaille aussi pas mal avec tout ce qui est infrarouge, lumière infrarouge, etc. Donc, qui est vachement bien pour tout ce qui est récupération, de nouveau. Il travaille aussi pas mal avec tout, plein de... je sais pas comment on appelle ça en français, mais tu vois, il travaille avec l'eau que tu bois. Il la travaille d'une certaine manière pour qu'elle soit plus pure et plus énergétique avec des meilleurs minéraux, des meilleures vitamines, etc. Il travaillait pas mal avec plein d'épices et d'herbes pour créer des... J'avais fait après la compétition un cleanse, comment on appelle ça, cleanse Oui. euh, Un nettoyage, mais, nettoyage, ouais, un nettoyage de parasites, c'était. ok. Donc pour enlever tout ce qui est parasites dans le corps, etc. Donc pendant 30 jours, je prenais ça 2 fois par jour. Et il fait plein de choses un peu particulières, un peu médecine alternative, quoi, Ouais. pour être sûr que le corps réponde et fonctionne au mieux, quoi. Ok. Et ça, tu vas le conserver du coup là dans tes prépas qui viendront? Ah ouais, carrément, je suis en contact avec lui régulièrement. On se FaceTime, il m'explique comment justement utiliser le foam roller pour enlever des tensions, pour être sûr que les muscles soient bien ouverts et que la circulation sanguine se passe bien. On discute, on est en contact permanent. D'ailleurs, il vient de m'envoyer hier un truc qu'il m'a écrit sur tout un autre type de nettoyage ou pour le plus qu'est-ce qui est foie et système digestif, etc., que je vais incorporer prochainement. Donc, ouais, on est en contact et c'est une personne très intéressante. Ouais. Après, je sais pas trop comment
définir ce qu'il fait en français parce que c'est très, très unique. Même, je connais pas d'autres personnes qui font ce qu'il fait, même aux États-Unis, quoi. Donc, ça s'approche un peu de la naturopathie, mais en plus poussé encore, j'ai l'impression, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est un mélange de différentes choses, Ouais. de différentes connaissances, des choses qu'il a appris lui-même parce qu'il était personnel trainer aussi pendant un bon moment. Mais c'est un gars déjà il est super intelligent, vraiment genre de type vraiment intelligent, tu vois, un QI très élevé. Il fonctionne à 2000 à l'heure. Ouais. Et il sait tellement de choses. C'est vraiment quelqu'un de très très intéressant. Okay. Bon, donc quand je vois quelqu'un comme ça, personnellement, moi je suis ouvert à essayer toutes sortes de choses pour être au mieux, quoi, pour performer au mieux. Performer. Comment? Performer et apprendre aussi du coup en même temps. Ouais, exactement. Et surtout que lui, son approche est pour être en bonne santé, pour que le corps, pour prévenir les blessures et tout ça qui va permettre pour moi d'avoir une carrière avec une meilleure longévité. Donc je suis tout preneur pour ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah écoute, je vais pas trop t'embêter longtemps parce que là, du coup, aux États-Unis, à Chicago, il doit être 14h, 15h? Ouais, il est 2 heures. Ouais. Ok. Ouais, Voilà, il y a quoi? pas, hein. Ouais. Non. Bon, bah écoute, je sais pas. J'ai parlé quand même de pas mal de choses que je voulais. Ouais, bah c'est vrai qu'après en France, bah du coup, il n'y a pas de salon, donc je pense pas qu'on va te voir tout de suite. Même si. J'espère. Je sais pas. Ils sont déjà dit pour 2021, il n'y aura pas de salon? Bah, ils l'ont prévu. Je crois Ah qu'ils ouais? l'ont prévu pour mai, je crois. Je sais plus trop. Mais vu qu'ils sont en train d'annuler encore de plus en plus de choses, je suis pas convaincu du truc, tu vois. Ok. Je pense qu'on n'aura pas de salle avant janvier, de sûr. Mhm. J'ai vu qu'au Canada, à Montréal, en tout cas au Québec, ils ont officiellement fermé les salles jusqu'au 11 janvier déjà. Mhm. Donc je pense que ça augure rien de bon pour nous, tu vois. Mais Ouais, c'est vraiment une période pénible. ouais, c'est ça. Ben là, pour le coup, on peut dire que non, c'est pas de la chance, mais c'est plus logique de rester, d'avoir des salles ouvertes. Surtout quand je vois, enfin, moi, je sais que la salle où je suis, ils ont tellement dépensé d'argent, tu vois, pour les mesures sanitaires. Mhm. Mais c'est comme les restaurants, hein. Les restaurants ont Ouais. aussi dépensé énormément d'argent. C'est vrai que c'est pas, il y a un manque d'équité peut-être par rapport à certaines autres. Pour moi, le plus gros problème, c'est quand tu empêches les gens de travailler et Hmm. de faire ce genre de choses. À ce moment-là, tu dois suspendre aussi leurs factures. Ouais. Et tu peux pas demander aux gens de continuer à payer pour certaines choses et puis pas pouvoir être payés de leur côté. Donc, c'est juste qu'il y a les mesures. Si on veut vraiment que les gens restent chez eux, etc., le gouvernement doit vraiment rentrer et prendre les choses en main et apporter la nourriture à tout le monde et geler tout ce qui est facture, etc. Hmm. Mettre tout en suspens jusqu'à ce que la vie reprenne parce que tu ne veux pas demander aux gens de payer, mais pas de travailler. C'est le monde à l'envers, quoi. On peut pas. Les gens vont pas payer de leurs économies. Ou alors tu leur laisses le choix. Ou alors tu leur laisses le choix de faire ce qu'ils veulent, quoi. Et s'ils tombent malades, ils tombent malades. Mais tu ne veux pas les forcer de faire certaines choses et pas d'autres. Ouais, c'est ce que j'avais discuté avec une amie américaine, là. Elle m'avait dit, bah nous, on sait que c'est notre responsabilité quelque part. Mm. Et j'ai l'impression que nous, c'est un peu différent. On n'a pas la même approche de ça. En tout cas, il faut plus policer les gens. Et puis à la fois, ça marche pas forcément non plus. Donc Ouais. c'est un peu con, quoi. À mon avis, tu vois, si t'es à risque, si t'es. Toutes les personnes qui ont peur du virus ou d'être atteintes, cette personne-là doit faire spécialement attention. Les autres, elles vont prendre des mesures pour éviter de, tu vois, si les personnes qui est en danger, elles doivent aller dans la rue et croiser d'autres personnes, chacun porte son masque, etc. Elles sont protégées. Mais tu ne veux pas forcer les gens qui sont à faible risque ou Ouais. alors justement qui sont prêts à prendre le risque de continuer à vivre leur vie du moment qu'ils prennent les précautions nécessaires pour pas gêner les autres, quoi. Mm. Ouais, Je c'est trouve ça. que c'est vrai que c'est pas juste, mais. D'ailleurs, tu penses que pour vous, les États-Unis, ça va changer que ce soit Biden en janvier, du coup, qui va passer? Faut voir si c'est lui qui passe vraiment, du coup, parce que ça encore, Ouais. c'est pas. Il y a Ouais. encore un débat. Donc, c'est avec les États-Unis, moi, les choses que j'ai vues au fur des années avec les élections, c'est que
Jamais rien n'est sûr. Donc, on verra. Mais si c'est Biden qui passe, effectivement, j'ai peur que ce soit plus restreint. Ouais. Ouais, à Chicago, ça s'est passé comment les élections? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier chez vous. Puis en plus, c'est le fief d'Obama, donc j'imagine que c'était un peu spécial. Bah, les gens étaient dans la rue à klaxonner, ils fêtaient la victoire de Biden. Ouais. Et pour le business, toi, tu penses que ça peut impacter les choses? Parce qu'on sait que Trump était quelqu'un qui a favorisé les business au moins aux États-Unis. Tu penses que ça peut jouer là-dessus? Ouais, je pense personnellement qu'avec Biden en commande, c'est vrai que l'économie va souffrir encore plus. Il restera de manière plus intense tout ce qui est autorisation de travailler, etc., par rapport au virus. Donc, ouais, j'ai peur par rapport à ça. Ouais. Après, c'est marrant parce qu'un État comme la Floride, dès le début, eux, ils ont réautorisé la WWE rapidement. Ouais. Pareil pour la NBA, bon, après c'était dans la bulle, mais ouais, du coup, ça a coupé. Je sais plus trop ce qu'on disait. C'était sur Biden, du coup. Ouais. Ouais, je disais ouais, en état de Floride, tu vois, c'était assez marquant Oui. que la WWE, ils aient tout de suite pu faire leur show. Bon, parce qu'aussi il y a des millions derrière, mais Ouais. ça, c'est marquant, quoi. Ouais, ils ont fait même la NBA, c'était là-bas. Mm. C'était sous contrôle. Mais c'est vrai que la Floride est un État républicain, donc comme Trump. Et que c'est plus. Ils veulent rester ouverts un maximum pour garder les business, etc. Pour supporter l'économie. Donc, ouais. Et je sais pas si. Je crois que le Canada, du coup, je suis pas sûr qu'il puisse venir. J'ai cru voir, non? Bah, c'est une bonne question, effectivement, parce que je parlais avec Sean hier et sa copine, elle est canadienne et sa famille, du coup, ils peuvent pas venir à l'Olympia. Leurs vols ont été annulés, etc. Ils peuvent pas. Donc, je sais pas comment ça se passait pour Antoine Vaillant, pour Yann Vaillère, etc. Et Reagan aussi. Pas sûr. Et les cartes vertes là-bas aussi, c'est pareil, elles sont toujours gelées, hein, je crois. Depuis. Ouais, tout ce qui est en processus jusqu'à janvier, c'est gelé, ouais. Tout ce qui est en train d'être. Ouais. Tout est en suspens. En parlant de la WWE, tu avais été les voir, je crois bien, il me semble, quand c'était en Californie. T'avais pas fait une vidéo avec Sheamus, du coup? Ouais, j'ai fait une vidéo avec Sheamus, ouais. Il est comment dans la vie? Parce que c'est vrai que c'est un gars qui est cool et puis qui apporte vachement de contenu aussi par rapport au Ouais. body. Ouais, il est super cool, mec. Vraiment super sympa. Prends pas une seconde pour une star. Juste heureux d'être là. Il était heureux que je lui montre 2-3 trucs, d'apprendre des choses. Le gars super cool. Après, il nous avait invité justement le lendemain. Et du coup, on était venu même backstage au Staples Center. Donc, ça, c'était vachement cool pour moi qui suis un gros fan de basket parce que dans les backstage, tu vois toutes les photos des Lakers, tous les posters sur les murs, les machins. Et non, c'était vraiment sympa, quoi. C'est un sacré show, du coup, quand tu vas à la WWE, là, avec les pyros et tout. Chevy qui est éternue. Ouais, non, tout ce qui est WWE aux États-Unis, c'est une grosse production. Donc, ouais, c'est un truc énorme. Comment les bodybuilders, ils voient les mecs du catch? Parce que même s'ils sont un peu moins gros qu'à une époque, c'est quand même là, il y a toujours la culture physique qui est omniprésente là-dedans. Comment vous les voyez, vous? Ouais, il y a une bonne entente entre les bodybuilders et les catcheurs. Les catcheurs respectent beaucoup les bodybuilders. Et les bodybuilders sont. Bah, on est content de voir des gars solides avoir être présents sur les médias, quoi. Visible. Donc, non, il y a un respect mutuel. Il y a beaucoup de catcheurs qui venaient au Gold Gym. Ouais. On voyait souvent John Cena là-bas, très souvent. Il est aussi, je crois, là-bas. À l'époque, il bossait en tant que. À l'accueil? À l'accueil, ouais. Mais là, même quand j'étais là-bas, ces derniers mois, ils sont traînés là-bas, ouais. Ok. Ouais. Ah, puis c'est vrai que c'était quand Triple H il a présenté Olympia, c'était mythique quand même, je trouve. C'était Ouais. avec sa voix et tout en plus. Ah bah ouais, c'est clair.
Pas mal. Bon, là, c'est vrai qu'il y Et a même mais, The d'ailleurs, Rock, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. t'en sais plus sur sa compétition? Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Bah, ça a été repoussé l'année prochaine avec tout ce qui a été la pandémie, etc. Ça devait avoir lieu en octobre, sauf erreur. Ouais, après Olympia, je crois. Ouais. Ouais, ça devait être un mois après l'Olympia à Atlanta et ça a été repoussé donc normalement octobre 2021, pareil à Atlanta. Et du coup, en France, on entendait que c'était vraiment pour. Ce serait même limite mieux qu'Olympia. Toi, c'était les ressentis aussi qu'il y avait aux États-Unis? Ce sera plus gros en tant qu'événement, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Ce sera plus global, plus mainstream, comme on dit. Mhm. Moins spécifique bodybuilding. L'Olympia, c'est vraiment bodybuilding. Là, c'est vraiment plus fitness. Ils veulent en faire ils veulent en faire un gros événement, quoi. Genre à l'Arnold classique, quoi. En pro. Plus dans ce genre-là, ouais. Plus Ouais. dans le genre de l'Arnold classique. Mais en plus, je crois qu'ils veulent faire des premières de films. Ils veulent faire. Tu vois, avec les sponsors, les compagnies qui travaillent avec The Rock veulent être investis dans ce projet. Donc, ils veulent faire, de ce que j'ai compris, un événement très particulier. Ouais. Et en parlant de ça, des compagnies de The Rock, on sait que The Rock, justement, il tourne avec. Enfin, sa compagnie, avec Danny Garcia, là, il tourne Ouais. avec Phil East. Tu penses que ça peut jouer politiquement sur l'Olympia? C'est intéressant, ouais. Je pense que ça peut, mais j'espère que non. Ouais. J'espère que non. Mais forcément. Mais après, il faut savoir aussi que il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte parce que l'Olympia, donc ça appartient à Jake Wood. Mhm. Les relations avec The Rock, c'est pas Jake Wood et The Rock. The Rock, il est avec l'IFBB, donc Jim Manion. Mhm. Lui, il est en contact avec eux. Après, forcément, les juges pros, ils travaillent pour Jim Manion. Donc, il y a toujours moyen de faire une pression de manière ou une autre, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas aussi direct que ça pourrait l'être. Parce que c'est pas les partenaires de Rock qui vont pouvoir juger et mettre en Phillies premier. J'espère que ce sera pas. Enfin, je sais que ça donne pas forcément confiance, mais j'ose espérer et je pense pas que ça va jouer en. Enfin, de toute manière, je pense que Phillies va être difficile à battre et je pense que ça va jouer entre lui et Brian Curry. Donc voilà, il y a une chance sur deux qui gagne et s'il gagne, certaines personnes vont parler et dire que c'est à cause de ça, mais à mon avis, ce sera assez clair sur scène quoi, qui gagne. Ouais. Oui, puis de toute façon, le film sortira pas au moment de la jour de la compète, donc c'est pareil, ça peut. Ouais. Mais tu en avais parlé, je sais que aussi, notamment peut-être que Reagan avait été invité, tu vois, par l'ambassadeur, et quelque part, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo sur le Romania, je me dis peut-être que les juges, tu vois, en Roumanie, ils l'ont un peu félicité, entre guillemets, pour ses shows les 3 shows qu'il a été faire en Europe, parce que sur le coup, c'était pas son meilleur show pour moi, tu vois, Mm. en Roumanie. Est-ce que des fois, politiquement, tu vois, tu le sens ça un petit peu, toi? Euh, Après, je sais pas si c'est exactement le cas, mais forcément, les juges, ils connaissent Reagan depuis en tout cas 3 ans maintenant, 3-4 ans. Donc Enfin, forcément, il y a une relation qui se fait. Et tu vois le gars qui vient, en plus quand il fait plusieurs compétitions les unes après les autres comme ça, bah tu vois, logiquement tu vas le regarder plus. Après, voilà, Vlad et Théo, c'était top. mm, Mais aux yeux des juges, ils sont nouveaux les deux. Donc il ouais. n'y a pas cette même relation qui est créée avec les juges. Malgré tout, ça reste, ça cherche à être objectif, mais il y a toujours une part de subjectivité, comme c'est jugé par des hommes. Il n'y a pas de Mm. noir ou blanc, qui c'est qui passe la ligne en premier ou qui c'est qui lance un truc plus loin qu'un autre. Enfin, c'est un sport qui est au final subjectif, quoi qu'on va en dire. Donc, forcément, la relation qu'on a avec les athlètes va jouer un minimum, inconsciemment même. Tu l'aurais battu, Théo, là, par rapport à ton California Pro? Non, non, pas par rapport au California Pro. Je pense qu'il m'aurait battu là. Non, mais c'est intéressant de pas forcément viser Théo, mais tu vois, tu sais, te comparer si tu avais fait le show. Ah, mais Théo, les gens ne se rendent pas compte, c'est un sacré bébé. Lui, il est sur scène au poids que je fais maintenant hors saison. Donc, il est quand même une sacrée masse qui pas forcément se traduit, pas forcément à l'écran parce qu'il est très proportionné. Mais Mm. souvent, les gens, quand ils le voient moi ou quand ils le voient lui en vrai ou même moi, quand on le voit en personne, en ayant vu. Parce que je suis aussi un peu comme lui, a tendance à être plutôt bien équilibré.
En général, quand on nous voit en vrai, les gens sont surpris, qu'on rend beaucoup plus impressionnant que d'autres. Beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, fitness ou autres, ils savent, tu vois, leur boulot, c'est de faire des photos pour Instagram ou pour YouTube. Donc, ils connaissent les angles, etc. Et quand tu les vois en vrai, en fait, tu es moins impressionné. Donc, il y a de ça. Et après, bon, Théo, sa sèche était remarquable, avec une sacrée masse. Donc, non, je pense qu'il m'aurait battu sur ce. Enfin, à l'heure actuelle, ou comment je suis maintenant, et comme il est, je pense qu'il m'aurait battu, ouais. Et j'ai regardé sa vidéo qu'il a fait, lui, du Romagna. Punaise, justement, les photos sur une piscine, en fait, là encore, elle lui donne pas crédit. Mais sur les vidéos qu'il a mis en ligne, c'est vrai que c'est impressionnant. Puis sa condition et sa sèche, elle est assez impressionnante, franchement. C'est ce qu'il disait. Il disait que les vidéos, les photos, elles égalisaient un peu tout le monde au final, d'après ce qu'il disait. Alors que les vidéos, tu te rends mieux compte. Comment ? Et sur les photos, il faisait moins sec et moins conditionné que ce qu'il était. Ouais. Et du coup, Reagan, il paraissait normal, quoi. C'est ça peut-être le truc un peu. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais Théo était dans une super condition, ça c'est sûr. Ouais. Après, comme on en a discuté avec lui, il a tendance à pas contracter ses ischios correctement. Du coup, il montre pas sa condition de dos autant qu'elle est présente, mais il la montre pas comme il faut. Après, il y a toujours, c'est toujours un des points à travailler. C'est vrai que s'il gagne en largeur du dos et à ressortir bien ses ischios, je pense qu'il peut faire très mal. En tout cas en Europe, parce qu'après je pense qu'il y a quand même un décalage aussi avec les États-Unis. C'est pas disrespectueux ce que je dis, mais des fois sur certains shows, je pense qu'il peut y avoir un décalage. Ouais, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il ferait très bons résultats ici aussi. Okay. Ouais. Après, Parce que là, c'était une compétition de Tim Garner. Tim Garner, c'est un des gars qui fait le plus de compétitions ici. Il travaille très étroitement avec Jake Wood, justement. Et non, je pense qu'il ferait des bons résultats ici aussi. Ouais. Okay. Et même sur un New York Pro où c'est réputé que ce soit toujours en général un freak qui gagne un peu, même si ça c'est pas. On a vu Sergio cela dit gagner, Sergio Oliva. Ouais, il faut voir. C'est de nouveau parce que si tu as un monstre qui arrive sur scène, mais que Théo passe pas comme un nain à côté, qu'il a une belle ligne et qu'il a une belle sèche, tout est possible, quoi. Parce que Théo, c'est un gros bébé, encore une fois. Et pour lui donner l'impression qu'il est pas aussi massif qu'il l'est, il faut un sacré paquet. Enfin, ça prend. Il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent le rendre, faire passer pour maigre un peu, quoi. Donc, à mon avis, je vois peut-être Big Ramy, peut-être Hakim Williams, ce genre de gabarit là, tu vois, qui vont faire passer, qui vont montrer qu'ils ont plus de volume que lui, mais il n'a pas des masses quand même. Sacré niveau. À nouveau, comme Nick Walker, je sais que tu en avais parlé un peu. Moi, je sais pas trop, mais. Nick Walker, ouais, c'est différent, mais tu vois, entre lui et Théo, c'est deux physiques complètement différentes. T'as Théo qui a la ligne et Nick Walker, c'est plus la masse, quoi. Il te fait pas penser un peu, enfin, dans son approche, pas dans le physique, dans son approche à Dallas McCarver, du coup, un peu. Ouais, carrément, ouais. Ils ont pas le même physique, mais c'est vrai que je trouve que c'est. Les deux, ils sont avec Matt Jensen, ils ont fait les deux une approche de travail assez lourd. Ouais, carrément, ouais. Ça t'a tenté, toi, de changer de coach, du coup, pour ça, de passer d'Aceto à quelqu'un d'autre? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je pense qu'on apprend à chaque fois, et puis le plus tu restes avec une personne, le plus il peut faire des ajustements et améliorer. Mais quand je vois James Hollingshead parler de Patrick Tuor, c'est vrai que ça m'intéresse. J'aime bien leur relation et tout. Mais moi, j'ai une très bonne relation avec Aceto et il sait exactement comment me faire venir en condition. Et après, c'est à moi d'améliorer hors saison les points nécessaires pour être au mieux, quoi. Donc, je vois pas trop l'intérêt pour moi. J'ai plus à perdre qu'à gagner, je pense. À l'heure actuelle, en tout cas. C'est vrai que Tuor, j'ai écouté ses podcasts notamment, et puis même les podcasts aussi de ses athlètes. Il a l'air
d'apporter quelque chose qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas forcément d'habitude, ou qu'on n'entend pas d'habitude. Après, Aceto, pour moi, c'est la référence aussi, donc c'est vrai que. Ouais, c'est ça, c'est qu'Aceto, c'est difficile de Ouais, c'est ça. Hein. de pas être d'accord ou de pas reconnaître le savoir et la connaissance de la personne. Quoi. Ouais. Et avec moi, ça marche, donc je vais pas dire. Enfin, c'est difficile de penser à changer une équipe qui gagne, quoi. Même pas gagne, qui fonctionne. En tout cas, on n'a pas gagné cette année, mais on progresse et on sait comment arriver comme il faut, donc ça n'a pas vraiment de. Ça semble compliqué de remettre ça en question. Ça t'enlève du stress aussi, parce que si tu attaques une nouvelle prépa, je pense que t'as du stress qui se rajoute si tu connais pas la personne en face. Tu as peut-être des a priori en te disant ouais, mais avec lui je faisais ça, donc peut-être que. Bah, c'est ça aussi, c'est que justement, moi je suis quelqu'un qui recherche beaucoup de mon côté. Je sais beaucoup de choses par rapport à mon corps, comment il fonctionne, par rapport à la nutrition, l'entraînement et tout ça. Et du coup, c'est difficile de simplement écouter les yeux fermés quelqu'un d'autre. Alors, le fait qu'Aceto soit Aceto et le palmarès qu'il a et les athlètes avec lesquels il a travaillé, ça force le respect et forcément tout de suite j'écoute avec une oreille différente et je suis prêt à remettre en question tout ce que je crois savoir. Alors qu'avec certaines autres personnes, je ne dis pas que ce serait le cas avec Patrick Tuor, à mon avis, il y a certaines personnes comme lui, je ne saurais pas trop qui me mentionner d'autres, mais il doit y avoir 3-4 coachs, peut-être Neil Hill, où tu pourrais écouter un peu en fermant les yeux. Mais sinon, c'est vrai que tu te mettras un peu en question entre ce que tu sais de toi et quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais chaque personne est différente au final. Donc, après, c'est une question de communication aussi. Mais C'est marrant, par contre, tu vois, il y a des mecs, des légendes comme Flex Wheeler, comme Chris Cormier qui essayent de coacher, enfin qui coachent certaines personnes avec plus ou moins de réussite. Et pourtant, eux, ils ont eu des plus belles carrières que les Patrick Tuor, les Chris Aceto, les Neil Hill. Mais tu vois, c'est pas eux qui ont les meilleurs résultats en tant que coach. Tu crois qu'il y a. C'est logique pour toi ou pas? ouais, ça revient à la génétique. C'est que des gars qui ont des super génétiques et quoi qu'ils fassent, ça marche. Donc, ils n'ont jamais vraiment eu besoin de réfléchir comment manger, comment s'entraîner, etc. Et vraiment aller chercher dans les détails la science et étudier vraiment pour chercher des solutions. Parce que tout est venu facile pour eux, entre guillemets, sur ce niveau-là. Il a juste fallu qu'ils trouvent les combinaisons au niveau de la diète pour arriver sac sur scène. Mais le reste, c'est passé très naturellement pour eux. Alors, quand tu vois des gars comme John Meadow ou qui ont passé des années avant de passer pro, bah, ces gars-là, ils n'ont pas forcément, tu vois, ils sont pas des gars qui commencent, genre qui ont une personne, le gars, il a un physique incroyable. Tu te dis un peu importe comment il s'entraîne, le gars, il va avoir un physique d'enfer, quoi. Ah, il avait dit dans un podcast que pour un Arnold classique, il s'était préparé, on va dire, light. Light, comment niveau en naturel, en tant que pro. Oh, en tant que classique, ouais, il disait Ouais. ça, ouais. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, tu vois. Non, mais tu as beaucoup justement de top pros qui sont passés pro en temps naturel. Ronnie Coleman, entre autres, c'était passé naturel. Donc tu vois, c'est quand tu peux. Ça te montre la génétique des gars. C'est comme quoi la génétique, ça a quand même un rôle très important. Bien sûr. Et après, le travail, il commence à chercher à comprendre, etc. C'est ce qui fait le reste, quoi. Mais, si on en revient à Dorian, c'est la preuve, parce que lui, génétiquement, était moins doué qu'un Kevin Lebron, par exemple. Ouais. Ou même un Sean Ray, ouais. Et puis finalement, il y en a qu'un qui a gagné Olympia et plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, des gars comme Patrick ou John Meadow ou Aceto et ces gars-là, ils sont meilleurs coachs qu'ils étaient athlètes parce qu'ils se sont cassés la tête à chercher à apprendre et réfléchir, alors que certains athlètes, ils ont juste tous se fait un peu par soi-même, quoi. Ouais. Ok. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps du coup là. Juste, je sais pas si tu as un mot pour finir que tu aimerais transmettre du coup. On a fait un peu le tour, on a un peu parlé de ce que j'aimerais passer comme message. Donc effectivement, c'est encourager chaque personne à trouver les choses qu'ils aiment dans la vie et les poursuivre et si possible en faire leur métier d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, pour l'instant, juste à chacun de garder du courage avec ces périodes qui sont dures. Ceux qui aiment s'entraîner, enfin tous ceux qui sont adeptes de fitness, musculation,
chercher à ne pas abandonner, continuer à trouver des moyens, parce que même si vous ne progressez pas maintenant, au moins pouvoir maintenir et rester actif physiquement, c'est hyper important parce que on est un corps et un esprit et les deux ont besoin d'interagir. Donc on ne peut pas rester juste à travailler mentalement ou à stimuler le cerveau sans stimuler le corps. À mon avis, c'est très mauvais. Et donc voilà, j'encourage tout le monde à chercher des solutions pour rester actif. Et puis merci à toi pour aujourd'hui de m'avoir sur ta chaîne. C'est moi, tu parles, moi j'ai 15 000 fois moins d'abonnés que toi, donc c'est moi qui te remercie. Mais pose pas de questions, donc c'est intéressant d'échanger. Bah écoute, au plaisir de te retrouver sur la chaîne une autre fois, pourquoi pas après Olympiade, pour faire un débrief, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et puis même pour ta prépa, hein, je pense que pour toi aussi c'est important. Et puis un jour, quand les frontières seront rouvertes, eh ben, écoute, pourquoi pas une fois à Chicago, Ça marche. partager un moment, ça serait le parfait. Ouais, avec plaisir. Ouais. Bon, bah écoute, encore merci. Puis je te souhaite une bonne après-midi du coup pour toi. Merci bien. Bonne soirée. Ouais, merci, c'est gentil. Ciao. Ciao, ciao.